Un homme a sauvé une femme enceinte qui s'était effondrée dans la neige à une gare, mais c'est en réalité sa propre vie qui a été sauvée. Elle se tenait seule à la gare, vêtue d'un manteau léger, le ventre rond, le regard embué par un mélange de peur et de certitude. Il n'était qu'un père célibataire de passage, jusqu'à ce qu'elle s'effondre dans la neige. Ce qui n'était au départ qu'un geste instinctif allait révéler une vérité que personne n'aurait pu imaginer. La femme qui l'a sauvée portait plus qu'un enfant. Elle portait un secret qui allait changer sa vie à jamais. Si vous aimez les histoires qui vous redonnent foi en l'amour, en la famille et en la force tranquille de la gentillesse, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire. Maintenant, laissez-moi vous ramener à la tempête où tout a commencé. Le ciel au-dessus de l'Auvergne s'est déchiré comme une couture fatiguée, déversant une neige épaisse et frénétique. À 18h17, le dernier train Amtrak en partance s'était arrêté juste devant une gare sans nom, ensevelie sous 30 cm de neige fraîche. Le moteur crachait. Les lumières se clignotèrent une fois, puis une autre, avant de s'éteindre. À l'intérieur de la voiture 4B, Ellis Thatcher serrait contre lui son fils de 3 ans, Micah, qui dormait. Il rabattit le bonnet de laine du garçon sur ses oreilles et murmura « On y est presque, mon grand ». Mais cela n'avait aucune importance. La gare où il s'était arrêté n'était même pas indiquée sur la carte, juste un poste abandonné datant d'une époque où les gens attendaient encore sur des bancs en bois des trains qui circulaient à l'heure. Ellis se leva, étira ses épaules, endolori, et regarda par la fenêtre, embué par son souffle et le givre. C'est alors qu'il la vit, une femme effondrée dans la neige, enceinte, tête nue, seule. Elle se trouvait à mi-chemin entre la gare et l'arrière du train, simple silhouette engloutie par la tempête de neige. Au début, il crut que c'était un manteau tombé d'un bagage, mais il bougea légèrement. « Reste ici », murmura-t-il, en enveloppant Micah dans une couverture en polaire et en le calant dans le coin du siège. Il enfila son manteau, le même depuis la mort de sa femme, et ouvrit la porte. Le vent le frappa violemment au visage. La visibilité était quasi nulle. Les flocons de neige le frappaient comme des aiguilles, et le froid était si vif qu'il lui brûlait la peau. Ellis avança, ses bottes s'enfonçant profondément dans la neige, le souffle court. Le monde se réduisit à la silhouette floue devant lui. Elle était à genoux, essayant de se relever, une main sur son ventre gonflé, l'autre tendue vers le vide. « Madame !» cria-t-il. Pas de réponse. Il courut les 10 derniers mètres et tomba à genoux à côté d'elle. Ses lèvres étaient bleues. Sa peau avait presque la même teinte que la neige. « Hé, ne vous endormez pas », dit-il en lui tenant les joues gelées. « Il faut qu'on bouge, vous m'entendez ?» Elle cligna lentement des yeux. « Je n'ai pas réussi », murmura-t-elle. « Si, tu as réussi. Je te tiens. » Il ôta son manteau et l'enveloppa dedans. Elle tremblait si fort qu'il craignait qu'elle ne fasse un malaise. Puis, avec une force qu'il ne se savait pas capable de mobiliser, Ellis la souleva dans ses bras, son corps n'étant plus qu'une enveloppe vide, épuisée et gelée. La gare n'était guère plus qu'une cabane, avec du bois éclaté, un banc à moitié cassé et un poêle en fonte rouillé dans un coin. Pas d'électricité, pas d'isolation, pas d'aide. Il ouvrit la porte d'un coup de pied et la déposa sur le sol. Micah l'avait suivi, les yeux écarquillés, traînant la couverture polaire derrière lui comme une cape. « Bon garçon », dit Ellis en fermant la porte pour empêcher le vent d'entrer. « Reste près de papa. » Il se retourna vers la femme, agenouillée, à côté d'elle, et vérifia si elle présentait des signes d'hypothermie. Ses doigts étaient bleus, mais sa respiration, bien que superficielle, était
régulière. Il fallait du feu. Ellis fouilla dans son sac et en sortit la dernière chose qu'il aurait voulu brûler. Un petit carnet relié en cuir. Le journal de bord qu'il avait tenu pendant les années où il avait travaillé à l'entretien des trains diesel. Son dernier lien avec la vie qu'il avait eue avant que tout ne s'écroule. Il hésita, puis il arracha la première page et la jeta dans le poêle. La deuxième, la troisième. Bientôt, une lueur orange terne réchauffa l'air froid, projetant des ombres vacillantes sur les murs en bois. Micah se blottit contre lui et observa en silence. La femme remua, les lèvres légèrement entr'ouvertes. « Elle donne des coups de pied », murmura-t-elle. « C'est bien, Ellis », dit-il doucement, en vérifiant à nouveau son pouls. « Ça veut dire qu'elle est forte, comme sa mère. » La femme ouvrit légèrement les yeux. « Je ne pouvais pas continuer à marcher. J'avais peur que quelqu'un me voie. Tu as eu de la chance, dit-il. » Elle eut un petit rire, rauque et creux, vraiment. Ellis fouilla dans la poche de son manteau et en sortit un mouchoir bordé de lavande qui avait appartenu à sa défunte épouse, qu'il avait gardé sans raison particulière, simplement parce qu'il n'avait pas eu le cœur de le jeter. Il l'enroula délicatement autour du poignet de la femme, déjà envahie par le gel. « Vous aurez besoin de quelque chose à quoi vous accrocher, » dit-il. « Autant que ce soit ça. » Le temps passait différemment dans la tempête. Les heures s'écoulaient dans le silence. Micah s'endormit à nouveau sur les genoux d'Ellis. La femme dormait aussi. Sa respiration était désormais lente et régulière, une main toujours posée protectivement sur son ventre. Il ne lui demanda pas son nom. Cela n'avait pas encore d'importance. Dehors, le vent hurlait, mais à l'intérieur de la fragile gare, une étrange chaleur pulsait. Elle ne provenait pas seulement du poêle, mais aussi de la présence de 3 personnes qui, chacune, à leur manière, étaient perdues, mais pas tout à fait seules. Lorsque l'aube filtrait à travers les fissures des lattes de bois, la tempête de neige s'était calmée. Elle fut la première à parler. « Je m'appelle Sarafina », dit-elle doucement, d'une voix encore rauque, mais claire. « Je n'ai plus de nom de famille qui ait de l'importance. » Ellis la regarda droit dans les yeux. « Je m'appelle Ellis. Voici mon fils, Micah. Maintenant, oui. » Elle cligna des yeux. « J'aimerais que vous ayez un nom qui ait de l'importance. Vous êtes ici. » Dehors, la neige recouvrait encore le monde, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. Ce n'était pas tout à fait la sécurité, ni tout à fait le salut, mais quelque chose qui s'en rapprochait. La neige n'avait pas fondu, mais la tempête s'était calmée. Les matins en Auvergne, après une tempête de neige, étaient étrangement calmes, comme si le monde s'était arrêté pour réfléchir à ce qu'il venait de survivre. À l'intérieur de la gare abandonnée, Ellis s'accroupit près du poêle, attisant les dernières braises avec des morceaux d'un banc en bois pour obtenir une petite flamme. La couverture en cuir de son vieux carnet d'entretien gisait dans les cendres, recroquevillée sur les bords. Il ne le regrettait pas quand la femme allongée sur la couverture, en laine derrière lui, avait retrouvé des couleurs. Sarafina. Il fit rouler le nom dans sa bouche, l'essayant comme une mélodie qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Il semblait plus ancien que la plupart des noms, classiques, peut-être bibliques, mais quand elle l'avait prononcé la veille, il avait semblé fragile, pas grandiose, presque comme une excuse. « Papa », murmura une voix endormie. Micah se frotta les yeux et se dandina pour s'approcher, traînant son lapin en peluche par une oreille molle. Ellis ouvrit les bras et le garçon se blottit contre lui sans un mot. Pendant un instant, la gare fut silencieuse, à l'exception du doux crépitement du feu et de la respiration lente de Micah, puis la musique. Au début, Ellis crut que c'était le vent qui sifflait à travers les vitres cassées. Mais non, c'étaient des notes rythmées. C'était une berceuse, à peine audible, mais indéniable.
qui se faufilait doucement dans l'air frais du matin. Il se retourna. Sarafina était réveillée, les yeux fermés, les lèvres entr'ouvertes dans un murmure. Sa main reposait sur son ventre tandis qu'elle chantait, pas pour eux, mais pour quelqu'un qui n'est pas encore né. Ce n'était pas en anglais. Ellis ne reconnaissait pas la langue, mais la mélodie touchait quelque chose, au plus profonde, de lui. Mika remua et murmura « Elle chante comme maman ». Ellis sentit sa poitrine se serrer. Il n'avait pas pensé à cette chanson depuis des années. La chanson du ciel que sa défunte épouse Claire jouait sur le vieux piano droit presque tous les soirs quand Mika était bébé, jusqu'à ce que le cancer la réduise au silence. Le son s'estompa lorsque la voix de Sarafina a laissé place à un souffle fatigué. Elle a ouvert les yeux lentement. « Tu es réveillée », a dit Ellis. « Je ne me suis jamais endormie », a-t-elle murmuré. « Je ne savais juste pas où j'étais. Tu es à Saint-Laurent-sur-Bois, à environ 80 km de tout endroit à un temps. » Elle a essayé de s'asseoir, grimaçant. « Important » est un terme relatif. Ellis s'approcha pour l'aider à ajuster le manteau plié sous sa tête. « Il faudra que tu ailles te faire examiner à la clinique du village quand les routes seront dégagées. C'est là que tu emmenais ton fils. » Il baissa les yeux vers Mika, qui s'occupait maintenant à tracer des formes sur la vitre couverte de givre. « Non, » répondit Ellis doucement. « Nous habitions juste derrière la colline. Je l'emmenais voir son grand-père à Clermont. C'était la première fois depuis 1 an. Vous n'y êtes pas arrivée, ma chérie. Non, le train non plus. » Un silence s'installa entre eux. Pas un silence froid, mais incertain. Ellis fouilla dans son sac à dos et lui tendit un thermos en métal, de l'eau. « C'est assez chaud. » Elle le prit avec des mains tremblantes, puis fit un signe de tête vers le feu. « Vous avez brûlé quelque chose qui vous tenait à cœur. » Ellis regarda le poêle. Un vieux livre, rien qui ne puisse être remplacé. Elle croisa son regard. « Ce n'est pas vrai. Les hommes ne transportent pas des livres qui leur tiennent à cœur à travers des tempêtes de neige. » Il rit, reconnaissant qu'elle avait raison. C'est vrai. Cet après-midi-là, lorsque la neige eut cessé de tomber, Ellis ouvrit la marche sur un chemin qu'il avait tracé lui-même, coupant les congères à l'aide d'une pelle rouillée attachée à un traîneau. Mika était emmitouflée avec un thermos de soupe, Sarafina derrière lui dans un traîneau branlant qui avait connu des jours meilleurs. Ils arrivèrent à la cabane en fin d'après-midi, une maison en abattue par les intempéries, nichée dans un bosquet de pins, de la fumée s'échappant de sa vieille cheminée comme un signe de résistance tranquille. Ellis aida Sarafina à monter sur le porche, sa main chaude sous la sienne. Dès qu'elle entra, elle s'arrêta. La cabane était modeste, avec un poêle, un fauteuil à bascule et un plancher en bois usé. Mais dans un coin près de la fenêtre, recouvert de givre, se trouvait un piano droit, auquel il manquait 2 touches, mais qui semblait toujours attendre quelqu'un qui n'était pas rentré depuis des années. Elle s'en approcha lentement, comme quelqu'un qui s'approche d'un souvenir. Ellis s'affairait à alimenter la cheminée. C'était celui de ma femme. Elle en jouait tous les soirs. Toujours la même chanson. Sarafina passa doucement ses doigts sur le bord supérieur. « Laisse-moi deviner. La chanson du bateau volant. » Il se retourna brusquement. « Tu la connaissais. Ma grand-mère la chantait en gaélique. Elle disait que c'était une chanson pour ceux qui s'étaient perdus en mer, mais qu'elle était destinée à tous ceux qui avaient perdu quelqu'un. » Elle s'assit sur le banc. Ses mains flottèrent au-dessus des touches. Puis elle se mit à jouer. Pas parfaitement, pas avec assurance, mais avec sincérité, avec chagrin, avec apaisement. Mika se blottit contre Ellis. Elle se souvient de la chanson de maman. Ellis ne pouvait pas parler. Il se contentait de regarder et d'écouter, alors que les notes remplissaient la cabine. La pièce ne ressemblait plus à un lieu de passage. Elle semblait solide, comme un endroit où l'on pouvait se sentir chez soi. Plus tard dans la nuit, Ellis
lui apporta une couverture pliée et un oreiller supplémentaire. Il les posa délicatement sur le canapé, ne sachant pas s'il devait en dire plus. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda-t-elle soudainement. Alice marqua une pause. « Parce que vous aviez besoin d'aide. Mais les gens attendent généralement quelque chose en retour. Des questions, des réponses, des noms. » Il s'assit en face d'elle, les avant-bras posés sur ses genoux. « Ma femme est morte parce que nous sommes arrivés à l'hôpital avec 30 minutes de retard à cause d'une tempête. Je ne referai plus jamais cette erreur. » Le visage de Sarafina s'adoucit. « Je suis désolé. Moi aussi, dit-il. Mais si vous êtes ici, peut-être que cette fois-ci, les choses seront différentes. » Elle acquiesça. Puis, de manière inattendue, elle prit le mouchoir bordé de lavande qu'il avait noué autour de son poignet plus tôt et commença à broder un petit sapin vert dans un coin. Un geste, un début. « Je vous le rendrai quand je partirai, » dit-elle. Alice la regarda, avec un mélange de méfiance et d'espoir discret. « Peut-être que tu n'auras pas besoin de le faire, » dit-il. Alice n'était pas un homme sentimental. Il ne gardait pas de photos encadrées sur la cheminée et ne notait pas les dates sur son calendrier. Pour lui, la vie avançait comme un train, sur des rails rouillés, bruyante, implacable et indifférente. Mais il y avait certaines choses auxquelles il s'accrochait silencieusement, obstinément. L'une d'elles était une chaise. Elle avait appartenu à Claire, sa défunte épouse. Une simple chaise en érable à haut dossier qu'elle utilisait à la table de la cuisine, juste en face de la sienne. Après sa mort, il l'avait poussée sous la table et ne l'avait plus jamais touchée. Pas même lorsque Mika, qui marchait à peine à l'époque, avait commencé à trottiner dans la maison à la recherche de son ombre. À présent, alors que les douces notes de piano s'échappaient du salon où Sarafina jouait le soir, Alice se retrouva dans la grange, les yeux fixés sur une troisième chaise. Elle était poussiéreuse, oubliée dans un coin, et faisait autrefois partie d'un ensemble qu'il avait acheté dans une brocante 10 ans auparavant. Il n'en avait jamais eu besoin jusqu'à présent. Il passa la main sur le bois usé, surpris par l'envie qui montait en lui, non seulement d'offrir une place, mais aussi de faire de la place pour quelqu'un qui pourrait rester. Dans les jours qui suivirent son arrivée, Sarafina se déplaçait dans la cabane comme quelqu'un qui essaie de ne pas troubler l'air. Elle marchait à petits pas, parlait doucement et ne touchait jamais à rien sans y être invitée. Mais sa présence était indéniable. Elle commença à faire chauffer une bouilloire sur la cuisinière, préparait de la soupe avec ce qu'Alice avait dans son garde-manger et pliait les vêtements de Mika sans qu'on le lui demande. Elle balayait les sols qui n'en avaient pas besoin et recousait les ourlets usés des vieilles chemises en flanelle d'Alice. Ce n'était rien d'extraordinaire, mais tout cela était profondément humain, comme si elle construisait un foyer sans jamais l'appeler ainsi. Et Mika était sous le charme. Il la suivait de pièce en pièce, lui posant des questions auxquelles aucun adulte n'aurait répondu. « Les bébés se souviennent-ils de l'intérieur de ton ventre ?» Ou « Pourquoi certaines personnes disparaissent-elles quand il neige ?» Sarafina ne le repoussait jamais. Elle répondait avec des métaphores et de la chaleur, et Alice voyait son fils s'épanouir comme il ne l'avait pas vu depuis les funérailles de Claire. Un matin, alors qu'Alice réparait les marches du porche, il remarqua que Mika dessinait quelque chose avec un bâton dans la neige. « Qu'est-ce que tu fais là, mon grand ?» Mika leva les yeux, l'air sérieux. Une famille. Alice se pencha pour mieux voir. 4 silhouettes, une petite légèrement plus grande, une grande et une avec un ventre rond. Il déglutit. « C'est un beau dessin. » Mika acquiesça. « C'est nous. » Alice regarda vers la fenêtre où Sarafina était assise avec son tricot. Elle ne les voyait pas, mais à cet instant, il sut que quelque chose d'irréversible venait de prendre racine. Ce soir-là,
Après que Mika se fut endormie, Élise apporta la chaise supplémentaire de la grange. Sarafina était assise sur le canapé, brodant un sapin sur le même mouchoir bordé de lavande. Elle leva les yeux lorsqu'il entra, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Élise s'éclaircit la gorge. « C'est une chaise. Je vois bien. » Il esquissa un sourire. « Je trouvais que la table était un peu bancale. J'ai pensé qu'il était temps d'y remédier. » Sarafina ne dit rien, mais sa main s'immobilisa sur le tissu. Il posa la chaise, l'attirant lentement pour qu'elle fasse face au siège vide de Claire, qui était désormais le sien, par héritage tacite. « Ne te fais pas de pression, » dit Élise après une pause. « Ça ne veut rien dire. » Sarafina se leva, marcha vers la chaise et posa le mouchoir plié sur le siège. « Je pense que ça veut déjà dire quelque chose. » Ce soir-là, elle joua à nouveau. Pas une berceuse, mais quelque chose de nouveau, de léger, d'optimiste. Ce n'était pas parfait, mais Élise s'en moquait. Il était assis à la table de la cuisine, écoutant la douce chaleur du feu sur son visage. Et pour la première fois, en 4 ans, il réalisa qu'il n'attendait pas que le silence prenne fin. Il écoutait ce qui venait après, plus tard dans la nuit, pendant que Sarafina faisait la vaisselle dans la salle de bain et que Mika dormait recroquevillée comme une virgule dans son lit. Élise sortit une vieille boîte en fer blanc dessous le plancher. Elle contenait de petits objets, une photo de Claire, une fleur pressée de leur mariage et une lettre défraîchie qu'elle avait écrite un jour, mais jamais postée. Il ne l'ouvrit pas. À la place, il y ajouta quelque chose de nouveau. Une serviette pliée, avec un sapin dessiné à la main et cousu dans le coin. Puis il remit la planche en place et s'assit dans le nouveau fauteuil, laissant le poids de tout ce qu'il avait gardé s'envoler autour de lui, comme la neige derrière la fenêtre de la cabane. Le lendemain matin, Sarafina sortit de sa chambre avec un paquet enveloppé dans un vieux châle. « J'aimerais aller dans le champ, » dit-elle. Élise cligna des yeux. « Tu veux dire le champ de foin ?» Elle acquiesça. « J'ai besoin de marcher, de ressentir quelque chose de réel. » Il hésita. « Il fait froid, je sais, mais j'en ai besoin. » Ils partirent donc lentement. Il l'aida à descendre les marches, et Mika trottait devant eux comme un chiot qui donne des coups de patte dans la neige. Le champ s'étendait à perte de vue, silencieux. Le ciel était plus bleu qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Le vent était doux, juste assez pour que Sarafina ferme les yeux et lève le menton. « C'est Goodland, » dit-elle. Élise acquiesça. « Ce n'est pas luxueux, mais ça fait pousser des choses. » Elle se tourna vers lui. « Peut-être que c'est suffisant. » Il la regarda vraiment et vit non seulement la fatigue sur son visage ou le poids d'une nouvelle vie, mais aussi une force qu'il n'avait pas remarquée auparavant, quelque chose de profondément enraciné, comme l'herbe de la prairie, faite pour les tempêtes, pas pour le soleil. Et il comprit qu'il voulait qu'elle reste, pas comme une invitée, pas par devoir, mais comme quelqu'un qui avait sa place ici. Cette nuit-là, il grava quelque chose dans la 3e chaise, pas des mots, juste un petit sapin sculpté dans le dossier. Une promesse silencieuse. Le soleil d'hiver en Auvergne était trompeur, brillant, mais glacial. Sa lumière se déversait à travers les fenêtres givrées de la cabane d'Élise, comme du miel sur de la glace, doré, mais inutile, contre le froid mordant. Sarafina était assise près du feu. Le mouchoir bordé de lavande était tendu sur ses genoux. Son aiguille bougeait avec une grâce lente et délibérée. Un 2e sapin se formait à côté du premier, plus petit, légèrement courbé vers lui. Un petit sapin. Élise observait depuis la cuisine, faisant semblant de se concentrer sur l'épluchage des pommes de terre. En réalité, cela faisait plusieurs jours qu'il lui jetait des regards furtifs. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, calme et assurée,
qui lui donnait l'impression de regarder quelqu'un réaménager une pièce dont il n'avait pas remarqué qu'elle était plongée dans l'obscurité. Mika passa en courant devant elle, poursuivant une balle en caoutchouc entre les pieds d'os des meubles. Il s'arrêta brusquement et regarda ce qu'elle cousait. « C'est pourquoi ça ?» demanda-t-il en montrant du doigt. « Ah, ce petit arbre » répondit-elle en écartant une mèche de cheveux de sa joue. « C'est pour celui qui n'est pas encore arrivé. Le bébé. » Sarafina acquiesça. Mika se pencha vers elle et murmura « Tu crois qu'elle m'aimera ?» Sarafina sourit. « Elle t'aime déjà. Tu es son grand frère. » Mika se gonfla, comme si ce titre lui conférait un poids dont il était fier. Élise s'éclaircit la gorge. Le dîner est presque prêt. Sarafina leva les yeux, son regard reflétant plus que la lueur du feu. « Élise, tu n'as pas besoin de cuisiner tous les soirs. Je peux le faire. Tu attends un bébé. Je continuerai à cuisiner. » Elle soutint son regard une seconde de plus que nécessaire, mais ne discuta pas. Quelque chose s'était installé entre eux. Pas encore de romance, mais une estime mutuelle, un rythme. Deux personnes habituées à marcher seules, qui avaient commencé à s'aligner sur le pas de l'autre, sans s'en rendre compte. Après le dîner, Élise sortit chercher du bois pour le feu. Le froid était plus vif qu'il ne l'avait prévu, transperçant sa veste alors qu'il marchait dans la neige craquante. La lune était pleine et brillante, baignant le paysage d'une lumière argentée. Il s'arrêta pour reprendre son souffle, puis il entendit le piano. Le son était faible, hésitant, mais indubitable. Sarafina. Il s'approcha silencieusement de la fenêtre. Elle ne savait pas ce qu'il l'observait. Elle lui tournait le dos. Ses épaules étaient courbées. Ses doigts exploraient les touches, comme s'il la redécouvrait. Elle jouait quelque chose d'inconnu. Une mélodie triste, mais pleine d'espoir. Ce n'était pas la berceuse de Claire, ni un hymne. C'était la sienne. Le feu s'éteignit peu à peu, et Mika s'endormit dans le fauteuil à basque, son lapin tombant sur le sol. Élise ne le bougea pas, se contentant de le couvrir d'une couverture et de le laisser dormir. Sarafina se retourna sur le banc. « Je ne voulais pas jouer trop fort. Ce n'était pas le cas. C'était très bien, » dit Élise. Elle le regarda attentivement, puis lui fit signe de prendre le mouchoir lavande. « Je l'ai terminé. » Il s'approcha lentement. La broderie était simple, mais magnifique. 2 pains et un troisième plus petit entre eux. En dessous, elle avait brodé un seul mot d'une écriture délicate. « Espoir », dit-il, en déglutissant. « Tu n'aurais pas dû. C'est moi qui t'ai fait ça. » Sa voix était ferme. « Parce que je te dois plus qu'un merci. Tu ne me dois rien, Sarafina. » Elle secoua doucement la tête. « Je ne suis pas d'accord. » Puis elle se leva, se dirigea vers la cheminée et posa le mouchoir sur un petit support en bois, à côté d'une photo de Claire, qu'Élise n'avait pas touchée depuis des années, pas une seule fois. « Je ne veux pas la remplacer, » dit Sarafina doucement, « mais j'aimerais honorer ce que vous aviez en ne faisant pas comme si cela n'avait jamais existé. » Élise regarda la photo, puis le mouchoir. « Je n'ai jamais montré cette photo à personne. Je n'avais pas besoin de la voir pour savoir qu'elle comptait pour moi. » Le lendemain, Sarafina proposa d'aider Élise dans ses tâches ménagères. Élise tenta de refuser, mais elle insista. Ils passèrent donc la matinée dans la grange, elle brossant le vieux maire tandis qu'il nettoyait les stalles. Mika chantait pour les chèvres qu'il ignorait, comme toujours. Pendant qu'il travaillait, Élise demanda « Est-ce que ton passé te manque parfois ?» Sarafina marqua une pause. « Parfois, mais ce n'est pas l'endroit qui te manque, c'est juste l'idée. » « Quelle idée ? La maison, c'est un endroit que l'on choisit, pas un endroit où l'on est. » Il la regarda. « C'est ce que tu fais en ce moment. Tu choisis. » Elle ne répondit pas tout de suite. J'y réfléchis. Plus tard, pendant qu'Élise réparait un poteau de clôture cassé, Sarafina s'assit, sous le pin derrière la maison, la main sur le ventre.
L'air était calme, pas de train, pas d'horloge, juste le vent, les branches et le cri lointain d'un faucon. Elle ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se cachait pas, ni des avocats, ni des tabloïds, ni des batailles pour l'héritage, ni des gros titres qui ne racontaient jamais la vérité. Ici, elle était simplement Sarafina, une femme sans nom de famille, digne d'être mentionnée, une femme qui portait un enfant dont l'avenir n'était pas encore défini par un héritage ou une terre, et une femme qui, malgré elle, avait commencé à sentir qu'elle appartenait à quelque chose de réel. Ce soir-là, Élise la trouva dans la cuisine, fredonnant doucement la mélodie qu'elle avait jouée au piano. Le mouchoir était maintenant posé sous un petit pot de fleurs sauvages sur la table, des clochettes bleu pâle et une branche de pin. Il entra, tenant dans ses mains un petit bloc de bois. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Mika voulait faire un cadeau pour le bébé. Je l'ai un peu aidé. Il le retourna entre ses mains et le posa sur la table. C'était une simple sculpture, un petit cheval à bascule. Sarafina tendit la main et le toucha doucement. « C'est magnifique. Il a dit qu'il voulait que le bébé sache qu'elle avait un frère qui l'attendait. » Ses yeux brillèrent. Et peut-être aussi un foyer. Élise ne répondit pas. Il se contenta de la regarder et dit doucement « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. » Elle acquiesça, les yeux remplis de larmes, d'une voix à peine audible. « Peut-être que je resterai. » Le vent était plus vif que d'habitude ce matin-là. Il hurlait à travers les pins comme un avertissement venu d'un passé lointain. Et Élise le sentit dans ses os avant même d'ouvrir la porte. Il s'arrêta, la main sur la poignée, et jeta un coup d'œil à Sarafina, qui remuait le porridge sur la cuisinière. « Ça va » demanda-t-il. Elle ne se retourna pas. « J'ai juste un peu froid » répondit-elle. Mais la façon dont ses épaules se raidirent lui indiqua qu'il y avait autre chose sous la surface. Mika était assis à table, balançant ses jambes, avalant ses céréales avec appétit. « On peut aller à la colline aujourd'hui » demanda-t-il entre deux bouchées, celle avec les deux arbres. Sarafina se retourna, son regard plus doux que sa voix. Peut-être s'il n'y a pas trop de vent. Élise se servit une tasse de café, s'appuya contre le comptoir et l'observa. Elle était plus silencieuse depuis la veille, toujours présente, toujours gentille, mais la lumière dans ses yeux s'était légèrement éteinte, comme si quelque chose de vieux s'était glissé dans la pièce et s'était installé près d'elle. Plus tard dans l'après-midi, lorsque Mika alla faire sa sieste et que la cabane fut plongée dans le silence habituel qui suivait le départ, Élise la trouva dehors, debout près de la grange. Elle regardait la crête, où la neige n'avait pas encore tout à fait fondu, les bras croisés et les lèvres serrées. « Cet endroit te touche toujours ?» demanda-t-il doucement. Elle cligna des yeux, comme surprise. « Ce n'est pas l'endroit. » Élise attendit. Après un long moment, elle dit « C'est le silence. Il laisse les fantômes s'approcher. » Élise ne rit pas et ne lui demanda pas ce qu'elle voulait dire. Il savait. Elle a continué. Quand il y a du bruit, quand il y a les villes, les emails et la circulation, on peut ignorer les choses. Mais ici, elles n'ont nulle part où se cacher. Élise a terminé. Elle a hoché la tête. Je pensais les avoir enterrés. Eh bien, il s'avère que je me suis juste suffisamment distraite pour oublier où j'avais laissé l'appel. Il s'est approché, l'air froid, entre eux chargé d'un silence lourd. Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit, mais j'ai envie de le faire. Elle le regarda, vraiment, et il vit sur son visage non pas de la peur, mais de l'épuisement, le genre d'épuisement qui ne vient pas de la course, mais d'avoir couru trop longtemps sans être rattrapé. Ils s'assirent sur les marches du porche. Le vent s'était calmé et les pins se balançaient doucement comme des vieilles femmes murmurant des prières. « J'ai été mariée une fois » dit Sarafina en fixant ses mains.
à un homme qui aimait l'idée que je me faisais de moi plus que la personne que j'étais. Élise acquiesça lentement, sans rien dire. Il venait d'une vieille famille, riche et traditionnelle. Mon nom de famille n'est pas le mien par le sang, c'était le sien. Mais la terre, l'argent, tout s'est retrouvé lié à mon nom lorsqu'il est mort dans un accident d'avion il y a 3 ans. Du jour au lendemain, je n'étais plus seulement sa veuve. J'étais la recluse. Sa voix se fit amère. La presse adorait ça. Les gros titres, les avocats, les vautours et les cravates en soie. Tout le monde voulait sa part du gâteau, et personne ne me demandait si je dormais bien la nuit. Et c'était le cas, demanda Élise doucement. À peine, répondit-elle en le regardant, puis en baissant les yeux vers son ventre. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, le bruit s'est amplifié. Sa famille pensait que le bébé leur donnerait un moyen de pression, une preuve d'héritage, une raison de me traîner à nouveau devant les tribunaux, dans cette maison, dans ce nom. Alors vous vous êtes enfui, dit-il, non pas comme une accusation, mais comme une confirmation. Je n'ai pris que ce que je pouvais emporter, et j'ai disparu, changé de train, jeté ses cartes de crédit, brûlé la version de lui-même qu'il voulait, et espérer qu'il restait encore quelque chose qui valait la peine d'être conservé. Élise resta silencieux pendant un long moment. Puis il dit « Je sais un peu ce que c'est que de brûler des choses pour survivre. » Elle sourit faiblement. « Tu veux parler de ton journal de bord ?» Il secoua la tête. Je parlais de mon espoir. Elle se tourna vers lui. « Que lui est-il arrivé ?»« Ta femme, Claire. » Il dit « Elle avait un cancer du sein. Nous l'avons découvert trop tard. Nous avons tout essayé. La chimio, les essais cliniques, la prière. Quand la fin est arrivée, ça a été très dur. Nous essayons de nous rendre à l'hôpital pendant une tempête de neige. Les routes étaient impraticables. Quand nous sommes arrivés, il s'est arrêté, la mâchoire serrée. Elle est morte dans le camion, dit-il, d'une voix neutre. Mika était encore en couche. Je lui tenais la main d'une main et le volant de l'autre. Sarafina ferma les yeux. Je suis désolé. Je ne dis pas cela pour susciter la pitié, juste pour expliquer pourquoi je ne laisse plus personne derrière moi. Le silence qui suivit n'était pas pesant, il était apaisant. 2 personnes assises à côté de leurs fantômes, ne leur demandant pas de partir, mais de faire de la place pour les vivants. Ce soir-là, Sarafina posa le mouchoir lavande sur la vieille chaise de Claire. Puis elle ajouta quelque chose de nouveau, un petit oiseau en céramique qu'elle avait trouvé dans les chevrons de la grange, nettoyé et repeint. Il était blanc, avec une légère teinte violette, ses ailes déployées comme s'il était en plein vol. Élise l'observait. « Où as-tu trouvé ça ?» dit-elle. « Comme nous tous, Mika, maintenant somnolent dans son pyjama, grimpa sur les genoux d'Élise. « Papa, est-ce que les fantômes ont froid ?» Élise baissa les yeux, surpris. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce que parfois, je pense que maman vient nous rendre visite quand il neige. » Élise croisa le regard de Sarafina. « Je crois qu'il a dit que les fantômes n'ont plus froid, mais ils se souviennent peut-être encore de la sensation de chaleur. » Mika acquiesça solennellement. « Je laisserai une couverture la prochaine fois. » Ils rirent tous doucement, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était vrai. Alors que le feu brûlait lentement, Sarafina ouvrit le banc du piano et y déposa une partition. Ce n'était pas celle de Mera, ce n'était pas la sienne. C'était une chanson que Mika lui avait fredonnée ce matin-là, en jouant avec des blocs de construction. Le titre était écrit de la main cursive de Sarafina, « Un foyer pour l'espoir ». Elle referma doucement le banc et murmura, au cas où les fantômes auraient envie d'entendre quelque chose de nouveau. La neige commença à fondre tout doucement, ruisselant des avant-toits de la cabane, comme un secret enfin révélé à voix haute. Le printemps en Auvergne n'est pas arrivé avec les fleurs et le chant des oiseaux. Il est venu avec les flaques d'eau, les bottes couvertes de boue, près de la porte, dans l'écorce humide des arbres
qui se débarrassaient de leur givre, et dans le changement imperceptible de la lumière qui adoucissait peu à peu le monde. Sarafina l'a remarqué la première. « Il y a du vert sous le blanc », a-t-elle dit un matin, debout pieds nus sur le seuil du porche, la main posée légèrement sur son ventre. C'est comme si le sol avait retenu son souffle. Élise la rejoignit, une tasse fumante à la main. Nous aussi. Elle sourit, mais une lueur indéchiffrable passa dans ses yeux. Élise avait appris à reconnaître ce regard, un regard vers le passé, pas vers l'avenir. Cet après-midi-là, alors que Mika peignait des pommes de pin à l'aquarelle sur la table de la cuisine, quelqu'un frappa à la porte, pas fort, pas avec insistance, mais délibérément. Élise échangea un rapide regard avec Sarafina, puis ouvrit la porte. Un homme vêtu d'un manteau de laine noire se tenait sur le seuil, d'âge moyen, bien soigné, mais avec l'air indéniable de quelqu'un habitué à être obéi. Derrière lui, un SUV noir était garé au bord de la pelouse, brillant et déplacé dans la boue. « Bonjour », dit l'homme d'un ton poli mais sec. « Je cherche quelqu'un. Je crois qu'elle est ici. » Mais dans d'autres circonstances, Élise ne bougea pas. « Qui la cherche ?» L'homme fouilla dans son manteau et en sortit une carte, blanche, sobre, avec une inscription en lettres blanches. Conseil familial Thomas Gley, Candish. Lorsque les holdings derrière Élise, Sarafina se leva. Leurs regards se croisèrent et, pour la première fois depuis des semaines, elle eut l'air effrayée. Elle s'avança. « Vous m'avez trouvé plus vite que je ne m'y attendais. » Gley fit un petit signe de tête. « Vous ne vous cachiez pas très bien, Sarafina. Et franchement, vous n'auriez pas dû. » Élise se raidit. Gley se tourna vers lui, calme et respectueux. « Monsieur, je ne suis pas ici pour causer des ennuis, seulement pour remettre des documents et m'assurer que Madame W. va bien. » « Elle n'utilise pas ce nom, » dit Élise doucement. L'expression de Gley ne changea pas. Les noms sont des choses compliquées. Il tendit à Sarafina une enveloppe épaisse, de format légal, lourde. J'ai joint un résumé des déclarations du conseil d'administration concernant la succession et la décision finale du tribunal des successions. Depuis la semaine dernière, vous êtes l'actionnaire majoritaire incontesté. La famille Cavendish se retire définitivement. Sarafina prit l'enveloppe comme si elle était piégée. « Et la presse ?» demanda-t-elle. Gley haussa les épaules. « Ils sont passés à autre chose. Vous avez été remplacé par la bataille pour la garde d'un enfant d'une pop star et la famille secrète d'un sénateur. » Élise faillit sourire. Faillit. Sarafina acquiesça. « Merci, Tom. » Gley hésita. « Je n'ai jamais approuvé la façon dont ils vous ont traité. J'espère que vous trouverez la paix ou que vous décidiez de rester. » Et sur ces mots, il était parti, avalé par les arbres, le SUV disparaissant sur la piste boueuse sans un mot. Sarafina n'ouvrit pas l'enveloppe. Elle la laissa sur la table de la cuisine, à côté des pommes de pin mouillées de mica. Ce soir-là, elle se tenait debout, les armes croisées sur le ventre. « Je pensais que ça serait comme une porte qui s'ouvre, » dit-elle. « Au lieu de ça, j'ai l'impression que quelque chose que j'ai fermé il y a des années s'est retourné et me regarde. » Élise s'essuya les mains avec une serviette. Qu'y a-t-il dans l'enveloppe? Le pouvoir, des terres, de l'argent. Elle le regarda. « Je ne veux rien de tout cela. Alors jette-la. »« Je ne peux pas, » dit-elle doucement, « parce qu'une partie de moi sait que cela pourrait aider quelqu'un. Des gens, des villes entières, des fermes au bord de la faillite, des familles qui n'ont pas de seconde chance. » Élise s'approcha. « Et tu penses que c'est ton travail maintenant? »« Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « Mais si je pars complètement, je ne suis pas sûre d'aimer la personne que je deviendrai. » Plus tard, dans la nuit, après que Mika se fut couchée et que la maison eut retrouvé le murmure tranquille du feu et des pains, Sarafina s'assit à la table de la cuisine.
l'enveloppe enfin ouverte devant elle. Elle ne lut pas les chiffres, n'étudia pas les cartes des terres, ni les relevés de dividendes. Au lieu de cela, elle ouvrit la dernière page pliée, une lettre manuscrite sur du papier ivoire épais. « Sarafina, tu n'as jamais voulu cet héritage, mais tu le portes en toi, que tu le revendiques ou non. Si tu lis ceci, c'est que tu as survécu au tumulte, ce qui signifie que tu es plus forte que nous ne l'avons jamais cru. Si tu peux t'en servir pour réparer ce que nous avons brisé, fais-le. Mais si tu ne le peux pas, pars, et que cela soit ta liberté. Tu as toujours été plus que cette terre, tante Helena. » Sarafina lut la lettre 2 fois, puis elle la plia et la rangea dans un tiroir sous l'argenterie. Elle ne pleura pas, elle ne dit pas un mot. Mais Ellis, qui l'observait depuis le couloir, vit quelque chose changer dans son attitude. Ce n'était pas de la défaite, c'était de la conviction. Le lendemain, elle a pris le vieux camion pour aller en ville avec Ellis. Elle portait un manteau qui ne lui allait pas bien, des bottes trop larges aux chevilles, pas de maquillage, pas d'assistant, pas de presse. À la quincaillerie, elle a acheté des outils de jardinage et du matériel pour clôturer. À l'animalerie, elle a commandé des graines, pas de blé ou d'orge, mais des tomates lavandes et du maïs destinés à nourrir des familles, pas à faire des profits. Et au bureau du greffier du comté, elle remplit un formulaire. Ellis lut la première ligne. Enregistrement d'une nouvelle entreprise, la Colline de l'Espoir Community Garden, propriétaire de l'initiative, Sarafina Grace, sans nom de famille. Ce soir-là, elle remit à Ellis un dossier avec sa signature sur la dernière page. « Je garde le terrain », dit-elle, mais pas le nom, ni les sociétés, juste les champs. Ellis la regarda sans rien dire. « Vous êtes sûr que… » Elle acquiesça. « Ils m'ont harcelé pour que je leur donne un nom. Mais ici, je peux construire quelque chose qui n'en a pas besoin, juste des racines. » Il sourit alors, pas largement, mais sincèrement. Il va falloir acheter plus de pelles. La pelle arriva juste après le lever du soleil, alors qu'Ellis transportait du fourrage depuis la grange. Le téléphone sonna dans la cabane, un vieux téléphone fixe fixé au mur, du genre que la plupart des gens avaient abandonné. Il sonnait rarement, sauf pour les avis scolaires ou les alertes météo. Alors, quand il a sonné et qu'Ellis a entendu la voix prudente de Sarafina dire « C'est pour toi », il s'est essuyé les mains sur son jean et est entré, le cœur serré. Il a décroché le combiné. « Ici Ellis Thatcher. » Une pause. « Monsieur Thatcher. Ici Judy Withers de la First County Bank. Je vous appelle pour confirmer la réception du paiement de la totalité de votre prêt en cours. » Ellis se redressa. « Je suis désolé. Quel paiement ?»« Eh bien, » dit Judy d'un ton plus ferme, « quelqu'un a remboursé votre prêt hypothécaire en totalité ce matin. Un virement bancaire a été effectué depuis un compte fiduciaire. Nous voulions simplement nous assurer qu'il ne s'agissait pas d'une erreur. » Ellis jeta un coup d'œil à Sarafina. Elle se tenait devant l'évier, dos tourné, les épaules immobiles. « Non, » dit-il lentement en la regardant. « Ce n'est pas une erreur, mais je ne m'y attendais pas. Si vous voulez plus de détails, je pense que je sais déjà tout ce que j'ai besoin de savoir. » Il raccrocha. Il lui fallut 10 bonnes minutes avant de reprendre la parole. Sarafina s'était avancée sous le porche, les bras croisés sur le ventre, les yeux fixés sur le ciel, comme si elle essayait de deviner la suite. Il la rejoignit. « Tu as remboursé le terrain. » Elle ne le nia pas. « Il n'a jamais été question de propriété, Ellis. Tu as dit un jour, cet endroit fait pousser des choses. Je voulais juste m'assurer qu'il puisse continuer à le faire. Je n'ai pas demandé d'aide. Je ne te l'ai pas offerte pour ton bien, pas entièrement. » Elle se tourna vers lui. « Tu m'as se donné quelque chose que je ne savais pas ce que je cherchais. Un refuge sans condition, du respect, sans curiosité, un espace pour respirer. Tu m'as sauvé la vie, Ellis. Je t'ai simplement rendu l'appareil comme j'ai pu.
Il la regarda, ne sachant pas s'il devait se sentir reconnaissant ou blessé. Il détestait être un cas social, mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas de la pitié, c'était de l'amour, pas le genre qui demande la permission, le genre qui donne simplement. Pourtant, quelque chose avait changé ce jour-là. Élise passait plus de temps dans la grange. Ils échangeaient peu de mots, pas à cause de la colère, mais à cause du poids qui pesait sur eux. Quelque chose de non-dit les opprimait tous les deux. Ce soir-là, il la trouva au piano. Elle ne jouait pas, elle était simplement assise, les doigts recroquevillés, le regard perdu dans le vague. « Quand j'étais petite, dit-elle sans le regarder, je pensais que l'amour se méritait, qu'il fallait être assez jolie, assez intelligente, assez calme, assez obéissante. » Il s'assit à côté d'elle. Et maintenant, je pense que l'amour est peut-être quelque chose que l'on offre en espérant que quelqu'un saura le garder. Il baissa les yeux vers ses mains, calleuses, balafrées, faites pour travailler, pas pour tenir des objets délicats. « J'apprends encore, dit-il. » Elle tendit la main et posa doucement sa main sur la sienne. Moi aussi. Le lendemain matin, elle était partie. La porte de la cabane avait été fermée sans bruit. Aucun signe de lutte, aucune note, seulement le mouchoir lavande soigneusement plié sur le banc du piano, à côté du cheval à bascule en bois que Mika avait sculpté chez... Mika le remarqua le premier. « Où est Sarah ?» demanda-t-il en se frottant les yeux, serrant son lapin contre lui. Élise ne répondit pas. Il fixait le porche, l'horizon vide, le silence si épais qu'il lui serrait la poitrine comme un poids. Elle était partie, comme elle était arrivée, sans prévenir, sans dire au revoir. Le premier jour s'était écoulé dans la confusion, le deuxième dans le déni, le troisième dans le silence. Mika posait de moins en moins de questions. Élise travaillait d'arrache-pied pour réparer des clôtures qui n'en avaient pas besoin et couper du bois qu'ils ne brûleraient pas avant l'été. Il se disait qu'elle avait ses raisons, qu'elle avait peut-être besoin de disparaître à nouveau pour protéger le bébé, que son départ était peut-être inévitable et que ce qu'ils avaient partagé n'était qu'une escale dans sa fuite d'une vie trop lourde à porter. Mais lorsqu'il trouva son manteau toujours suspendu derrière la porte, vieux, usé, avec un nom brodé à l'intérieur, Sarafina Grace, quelque chose en lui se brisa. Le 7e jour, Élise se retrouva au bord de la crête, debout à côté des 2 pins que Mika avait autrefois peints. Il se tenait là, dans le vent, la vallée s'étendant devant lui, et parla à voix haute pour la première fois depuis une semaine. Tu n'avais pas besoin de fuir. Sa voix était à peine audible. Je ne t'aurais jamais demandé d'être quelqu'un d'autre que toi-même. Le vent fit bruisser les aiguilles comme des applaudissements, ou peut-être comme des regrets. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, le camion entra dans l'allée dans un grondement. Ce n'était pas celui d'Élise, c'était un autre, noir et élégant, couvert de sel de voirie et de traces de fatigue. Sarafina en descendit lentement. Elle semblait plus petite que dans ses souvenirs, ou peut-être que le vide qu'elle avait laissé rendait tout autour d'elle plus grand. Élise ne bougea pas, elle non plus. Puis elle dit « Je pensais qu'en disparaissant, je protégerais ce qui comptait le plus. » Il croisa les bras, et je compris que je protégeais la mauvaise chose. Elle s'approcha. « Je ne fuyais pas pour toi, Élise. Je fuyais la peur que rien d'aussi réel ne puisse durer, que si je restais, je gâcherais tout. Tu n'as rien gâché. J'avais besoin de savoir que je pouvais choisir cette vie librement, pas parce que tu m'as sauvé, pas parce que j'avais peur, mais parce que je voulais rester. » Elle lui tendit un morceau de papier. C'était un acte de transfert, pas de l'ensemble du portefeuille foncier, juste la superficie entourant la cabane, la grange, la crête et le jardin. Je t'ai cédé définitivement, à toi et à Mika. Élise leva les yeux, stupéfait. Pourquoi ? Parce que c'est à toi.
Parce que je veux construire quelque chose à côté, pas à l'intérieur. » Elle hésita. « Si tu me le permets. » Élise regarda le papier, puis la regarda. Puis, lentement, il s'avança et la serra dans ses bras, exprimant tout ce que ses mots ne pouvaient dire. Mika fit irruption dans la pièce, pieds nus, souriant, son lapin à la main. « Sarah, tu es revenue. » Elle s'agenouilla, les bras ouverts, les yeux remplis de larmes. « Je ne suis jamais vraiment partie, » murmura-t-elle, alors qu'il se jetait dans ses bras. Le printemps arriva pour de bon, la semaine suivante, sans cérémonie, mais avec de douces rébellions. La neige fondit d'abord dans la basse vallée, révélant de timides brins d'herbe, et une terre qui sentait les vieilles racines et les nouveaux départs. Le ciel passa du gris argenté au bleu pâle, les rouges-gorges revinrent, et dans les champs, au-delà de la crête, le vert s'étendait, là où le blanc régnait autrefois. Élise se tenait sous le porche tôt un matin, le café réchauffant ses mains. À côté de lui, Sarafina était agenouillée dans le potager, traçant des rangées dans la terre avec un tige de bois. Mika courait après une poule nommée Penny, en poussant des cris joyeux, sa chemise en flanelle flottant comme un drapeau d'enfance. La vie revenait non seulement sur la terre, mais aussi en lui. Il ne l'avait jamais dit à voix haute, mais chaque matin, il se réveillait surpris de la trouver en là. Chaque jour lui semblait être une grâce qu'il ne méritait pas, mais qu'il n'osait pas remettre en question. Il espérait seulement que cela durerait. Cet après-midi-là, pendant que Sarafina préparait des muffins à la lavande dans la cuisine, Élise se rendit au bureau du comté en ville. Ce n'était pas quelque chose qu'il avait prévu, mais une tâche qui traînait depuis longtemps et qu'il fallait enfin accomplir. Il s'approcha du comptoir et donna son nom. La greffière, une femme d'une 60aine d'années portant des lunettes en œil de chat, sortit un dossier poussiéreux avec un sourire doux. « Je me demandais quand vous viendriez pour cela, » dit-elle. Élise fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Elle fit glisser le dossier vers lui. Ajustement du titre foncier. Nouvelle copropriétaire. Enregistrée il y a 2 semaines. Une certaine Mademoiselle Sarafina Grace. Il ouvrit le dossier et se figea. Le terrain, son terrain, la cabane, la grange, le pâturage derrière la colline étaient désormais co-signés. Son nom et le sien. Avec effet immédiat, poursuivit la greffière, Monsieur Grace a refusé l'utilisation de son nom légal. Elle a demandé qu'il soit enregistré sous le nom de Sarafina Grace. Pas de nom de famille, pas de titre, juste Grace. Élise déglutit. Sous le jargon juridique, Sarafina avait écrit à la main une note à l'encre qui avait légèrement bavé sur les bords. Ce n'était pas un cadeau, mais une déclaration. C'est ici que j'ai choisi d'appartenir. Il quitta le bureau dans un état second. Dehors, la brise était tiède et emportait des parfums de lilas et de terre labourée. Il reprit la route, une main sur le volant, l'autre posée sur le dossier du passager, comme si celui-ci risquait de disparaître s'il ne le tenait pas fermement. Quand il revint, Sarafina était sous le porche, en train de lire à Mika, qui était allongée sur ses genoux, les yeux fermés, mais toujours à l'écoute. Elle leva les yeux lorsqu'elle le vit. « Tu es allé en ville ?» demanda-t-elle. Il acquiesça, toujours debout près du camion. Elle attendit, patiente. Finalement, il monta les marches et lui tendit le dossier. Elle l'ouvrit, le feuilleta, puis le referma. « Je pensais que tu devais savoir, » dit-elle simplement. Elle s'assit à côté d'elle. « Personne ne m'a jamais donné de terre auparavant, » dit-il, d'une voix basse. « Pas même mon père. Je ne te l'ai pas donné, » corrigea-t-elle. « Je lui ai donné un nom. » Il la regarda. Elle toucha sa main, ses doigts rugueux, à cause du travail dans le jardin, mais doux comme un souffle. « J'ai donné à cette terre ton nom et le mien, » dit-elle, « parce que les noms sont des promesses,
et je suis fatigué de rompre les miennes. Cette nuit-là, Mika s'endormit sous une couette qui sentait légèrement le citron et la fumée. Ellis et Sarafina étaient assis sur les marches arrière, écoutant les coyotes hurler dans le lointain lac Crête. Les étoiles étaient particulièrement brillantes, plus nettes, comme si quelqu'un avait nettoyé le ciel pour plus de clarté. « Tu as déjà pensé à y retourner ?» demanda Ellis. Elle serra son pull autour de ses épaules. À la propriété, il acquiesça. « Je pense à ce que je pourrais en faire, » admit-elle. « Les écoles qu'il pourrait financer, les fermes qu'il pourrait sauver. Mais je ne pense pas à y vivre. » Il attendit. « Je pense que la terre qui m'importe vraiment est celle que je peux toucher, celle qui laisse de la terre sous mes ongles et où je reconnais les mauvaises herbes. Je veux voir ce qui pousse quand j'arrête de courir. » Ellis prit une longue inspiration. « Tu ne fais pas que planter des graines là-bas, » dit-il. « Je sais. » Il la regarda. « Moi non plus. » Quelques jours plus tard, en rangeant la remise, Ellis trouva une plaque en cèdre, usée cachée derrière une vieille brouette. Claire l'avait sculptée il y a longtemps. C'était son rêve pour cet endroit, à l'époque où ils avaient en tome des corps des rêves à sculpter. On pouvait y lire « Hope, la Crête ». Les lettres étaient effacées, mais encore lisibles. Il la porta à l'intérieur, la dépoussiéra et la montra à Sarafina. Ses yeux brillèrent. « Avez-vous donné ce nom au jardin en son honneur ? Je pense qu'elle l'a nommé, d'après ce dont nous aurions le plus besoin pour survivre ici. » Sarafina traça les lettres avec ses doigts. « Je veux l'accrocher sur le portail, » dit-elle. « Pas pour nous, pour ceux qui viendront après nous, afin qu'ils sachent qu'ils sont les bienvenus. » Oh. Ellis acquiesça. « Alors nous construirons un nouveau portail. » Et c'est ce qu'ils firent. Ensemble, ils construisirent une arche en bois au-dessus de l'entrée du jardin, la protégèrent des intempéries et fixèrent la plaque sous une guirlande lumineuse. Les premières pousses apparurent en la même semaine. Mika donna à chacune le nom d'un animal. Celle-ci est souris. Celui-là, c'est un hérisson. Sarafina le laissa étiqueter les roses avec des pancartes dessinées à la main. Ellis fit semblant de s'en moquer, mais il renforça la clôture du jardin avec des planches supplémentaires, au cas où les cerfs seraient curieux. Et un dimanche matin, tranquille, alors qu'ils étaient assis sous le porche, en train de boire leur café, pendant que Mika faisait la sieste à l'intérieur, Sarafina dit quelque chose qui le surprit. « Avant, je détestais mon nom. » Il la regarda. « Pourquoi ? » « Parce qu'il ne m'a jamais appartenu. Il a toujours été lié à l'héritage de quelqu'un d'autre, à la honte, à la fierté ou au titre de quelqu'un d'autre. » Elle lui jeta un coup d'œil. « Mais maintenant, ici, Sarafina Grace est quelqu'un que j'aurais choisi d'être, pas quelqu'un qu'on m'a dit que je devais devenir. » Ellis tendit la main et prit la sienne. « Eh bien, dit-il, c'est quelqu'un que je choisirai. » Aussi, le premier orage de l'été arriva rapidement et violemment, avec un vent violent et des coups de tonnerre qui déchiraient les champs, comme s'ils avaient une affaire à régler. La pluie fouettait les fenêtres de la cabane, courbant les hautes herbes à l'extérieur et aplatissant les plants de tomates nouvellement plantés. Ellis verrouilla les volets, tandis que Sarafina rassemblait des bougies et allait voir Mika, qui était assis, les yeux écarquillés, mais ravi par le bruit. « Le ciel est en colère ?» demanda-t-il, alors que le tonnerre grondait au-dessus de leur tête. « Non, mon chéri, » répondit-elle en déposant un baiser sur son front, juste bruyant. Des éclairs zébrèrent le ciel au-dessus de la crête, illuminant les arbres pendant une fraction de seconde, avant de plonger tout dans l'obscurité. Puis, le courant fut coupé. La cabane fut plongée dans le silence, rompu seulement par le rythme de la pluie et les questions incessantes de Mika. Sarafina alluma une bougie et la posa sur le piano.
La flamme vacillait dans le souffle du vent qui s'engouffrait par les cadres des fenêtres. Élise entra dans la maison, trempée jusqu'au coude. La grange est sécurisée. Les poules sont grincheuses, mais vivantes. Elle lui tendit une serviette. « J'espère que ce n'est pas la tempête dont Claire n'avait pas fini de parler. » Il haussa lui un sourcil. Elle haussa les épaules. Juste quelque chose que Mika a dit à propos des fantômes. Élise rit doucement, puis s'essuya le visage. Je pense qu'elle apprécierait le drame. Ils s'assirent dans le salon, chacune avec une couverture et une tasse de thé. La tempête hurlait, mais à l'intérieur, on se sentait étrangement en sécurité, comme si l'on racontait un souvenir plutôt que de fuir un danger. « J'ai toujours détesté les tempêtes quand j'étais petite », dit Sarafina. Elle rendait la grande maison encore plus solitaire. Trop de pièces, trop d'écho. Élise acquiesça. Claire adorait les tempêtes. Elle disait qu'elles nettoyaient le bruit et réinitialisaient le monde. Sarafina pencha la tête. « Tu y crois ?» Il réfléchit un instant. « Peut-être pas tout à fait, mais je pense que parfois, une tempête emporte quelque chose dont on ne se rend pas compte qu'on s'accrochait et nous oblige à lâcher prise. » Dehors, le vent changea de direction et s'adoucit. Il pleuvait toujours, mais moins fort, comme si la terre avait enfin expiré. Le lendemain matin, tout était trempé. Le jardin avait souffert, mais la plupart des plantes étaient encore debout, courbées, mais pas cassées. Mika sortit en courant dans ses bottes en caoutchouc, éclaboussant les flaques d'eau et riant, avec l'insouciance propre aux enfants. Élise et Sarafina se tenaient sous le porche, évaluant les dégâts. « Je peux réparer la clôture, » dit-il. « Peut-être consolider le portail sud. » Elle acquiesça, et je replanterai les herbes. Le basilic avait souffert, mais quelque chose flottait entre eux, inexprimable, comme l'électricité statique après un coup de tonnerre. Sarafina rompit le silence. « Je dois partir quelques jours. » Élise se tourna lentement vers elle. « Partir ?» Elle acquiesça, le regard fixe. « Juste pour finir quelque chose que j'ai commencé avant de venir ici. » Sa mâchoire se crispa. Aurais-je le droit de savoir ce que c'était? Elle posa une main sur sa poitrine. « Je ne m'enfuis pas, je manquerai. » Élise resta silencieux pendant un moment, puis regarda derrière elle, où Mika dansait dans l'herbe. « Tu reviendras ?» Elle n'hésita pas. Oui, elle partit le lendemain matin avant le lever du soleil, conduisant le vieux camion sur la route sinueuse avec un petit sac et le mouchoir bordé de lavande glissé dans la poche de son manteau. Mika se tenait près de la fenêtre, perplexe, mais pas triste. Elle a dit qu'elle reviendrait bientôt, murmura-t-il. Et quand elle reviendra, elle apportera avec elle le vent qui sent comme son jardin. 3 jours passèrent. Chaque soir, Élise laissait la lumière allumée sous le porche, même s'il savait qu'elle ne reviendrait pas dans l'obscurité. Il répara la clôture, repeignit la remise à outils, tria les vieux livres de Claire et trouva à sa grande surprise un recueil de poésie que Sarafina avait cité une fois. Il le posa sur la table de chevet à côté de son lit. Il ne lui demanda pas où elle était allée. Il n'en avait pas besoin. Ce qui l'avait poussé à partir avait sûrement un rapport avec la fin d'un cycle, avec sa famille, avec le besoin de se libérer complètement et définitivement. Et il était convaincu qu'elle reviendrait le 4e matin, juste au moment où le soleil se lèverait sur la crête. Le vent changea. Il venait du sud, doux, parfumé de sauge et de pluie lointaine, et transportait avec lui quelque chose d'autre, une odeur de lavande. Mika, toujours en pyjama, se tenait pieds nus sous le porche. « Elle arrive », dit-il simplement, et elle arriva. Le camion apparut au bord du champ. Sarafina en descendit, vêtue d'un nouveau manteau et arborant un sourire discret. Elle tenait dans ses mains un dossier en cuir, usé mais soigné, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de serein, comme à la fin d'une longue chanson. Elle marcha vers Élise,
qui alla à sa rencontre. Pas un mot, juste une étreinte. Lorsqu'ils se séparèrent, elle lui tendit le dossier. À l'intérieur se trouvait un document finalisé, la dissolution complète de ses parts dans Kendish Wind Holdings, ainsi que le transfert de plusieurs parcelles de terrain à des communautés rurales et à des fiducies agricoles. « Je n'ai gardé que ce qui compte, dit-elle, et j'ai donné le reste là où il pourra prospérer. » Ellis feuilleta les documents. « Tu as tout transformé en graines. » Elle sourit. « N'est-ce pas à cela que sert la terre ?» Mika courut vers elle, les bras ouverts. « Tu as ramené le vent ? Je crois qu'il m'a suivi, » dit-elle en s'agenouillant pour le serrer dans ses bras. « Sens, dit-il en hochant la tête, ça sent comme toi. » Ce soir-là, Ellis la trouva au piano. Elle fredonnait doucement, les yeux fermés, les doigts effleurant les touches sans jouer. « Écris quelque chose de nouveau ?» lui demanda-t-il. Elle acquiesça. « Ça s'appelle Lavender Wind. Je peux l'entendre. »« Pas encore, » dit-elle en souriant. « Certaines chansons ont besoin de temps pour trouver leur fin. » Il s'assit à côté d'elle. « Je peux attendre. » Dehors, le vent soufflait, à travers les roses lavandes nouvellement plantées, le long du jardin. Il ne rugissait pas, ne hurlait pas. Il murmurait de la maison, de la guérison, de tout ce qui était enfin resté. Le porche avait toujours abrité 2 chaises, une pour Ellis, une pour le fantôme de Claire, intacte, muette, mais toujours là, en hommage silencieux. Puis vint la 3e, apportée de la grange par une froide nuit d'hiver, grinçant doucement sous le regard silencieux de Sarafina, qui lui accordait sa place. Et maintenant, sous le soleil estival qui tout baignait d'une lumière dorée, Ellis ponça, éteinta un 4e, une chaise plus petite, fabriquée à la main, à partir de restes de pain, basse, avec de larges pieds pour plus d'équilibre, le dossier sculpté d'un seul mot, gravé avec soin. Espoir. Il y travailla pendant des jours dans la remise, le façonnant pendant que Sarafina s'occupait du jardin et que Mika courait après les abeilles. Ce n'était pas un projet qu'il précipitait. Il y avait une sorte de révérence, quelque chose de tendre dans la façon dont le bois se courbait sous le couteau. Chaque mouvement murmurait de futures berceuses, d'une petite fille aux yeux sombres et au rire franc lors des dîners de famille sous la lumière du porche. Il n'avait jamais fabriqué de meubles pour son premier enfant. Il ne savait pas comment, mais cette fois, il savait. La même semaine, Sarafina commença à peindre la chambre de bébé. Au départ, ce n'était pas une pièce, juste l'ancien garde-manger que Claire utilisait pour faire des conserves. Mais Sarafina vida les étagères, lava les murs et les recouvrit d'une douce peinture couleur pêche. Elle réutilisa de vieux paniers et fabriqua 2 petits mobiles avec des brindilles et de la ficelle. La pièce sentait le romarin et le citron et quelque chose de plus doux encore. Un soir, Ellis passa devant la porte et s'arrêta. Sarafina était debout sur un escabeau, en train de passer une dernière couche de peinture sur les moulures. Sa chemise était tachée de peinture, ses cheveux relevés et une oreillette cachée derrière une oreille. Et même si son ventre s'arrondissait désormais de manière indéniable, elle se déplaçait avec grâce, comme une femme parfaitement à l'aise dans son corps et dans le moment présent. « Tu construis quelque chose de magnifique, » dit-il. Elle se retourna, surprise. « La couleur ? » ?»« Non, » répondit-il. « Une vie. » Elle soutint son regard. « J'ai l'impression de terminer quelque chose, moi aussi. Ou de le réécrire. » Il entra, lui prit le pinceau des mains et le posa. Puis il se pencha et posa doucement son front contre le sien. « Je veux l'élever. Avec toi. » Ce n'était pas une question. Elle ferma les yeux. « J'espérais que tu dirais ça. » Mika avait déjà décidé d'être le meilleur frère du monde. Il s'entraînait à chanter des berceuses sur son xylophone jouet, exigeait des démonstrations de changement de couche avec ses peluches et avait commencé à dormir
avec un oreiller supplémentaire à côté de lui, au cas où elle en aurait besoin. Élise l'observait, mi-amusée, mi-silencieuse, émerveillée. Pour un garçon qui avait appris trop tôt ce que signifiait perdre Micah, il vivait désormais avec un cœur ouvert, attendant que l'amour lui soit rendu. Il avait appris à Élise plus sur l'espoir que n'importe quel sermon. Le jardin s'épanouissait dans une joie sauvage et désordonnée. La lavande s'étirait jusqu'à la clôture. Les tomates mûrissaient de manière irrégulière et les carottes poussaient courbées comme des points d'interrogation. Mais personne ne s'en souciait. La terre, comme si elle reconnaissait qu'on l'aimait différemment, répondait maintenant avec la même gentillesse. Les voisins commencèrent à rendre visite. La première fut Madame Halpern, qui habitait en haut de la crête, apportant des pots de compote de pommes maison et des conseils non sollicités sur l'accouchement. Puis Jean et sa fille adolescente, qui vivaient dans la vallée, sont venus proposer d'installer des panneaux solaires sur la grange en échange de légumes. Un dimanche après-midi, Madeleine, une professeure de musique à la retraite, est arrivée avec une chaise pliante et un étui à violon. « J'ai entendu dire qu'il y avait un piano », a-t-elle dit. « En effet, et cela fait bien trop longtemps que je n'ai pas joué en duo. » À la fin de la journée, le porche résonnait de musique estivale sous les guirlandes lumineuses, les voix des musiciens couvrant le chant des grillons. Ce soir-là, lorsque tout le monde fut parti et que Micah s'était endormi sous un ciel étoilé phosphorescent, il insista pour que le bébé en profite aussi. Élise et Sarafina étaient assis sous le porche, à la lueur des bougies, à la citronnelle. Les 4 chaises étaient alignées, l'une sculptée des initiales de Claire, désormais effacées par les années, une autre usée par le poids d'Élise, une plus récente recouverte d'un châle lavande confectionné par Sarafina, et la dernière, la plus petite, brillant pâlement au clair de lune. « Tu crois qu'elle s'assiera dessus ?» demanda Élise. « Quand elle sera prête, » répondit Sarafina. « En attendant, je pense que ce sera nous. » Élise la regarda. « Je ne pensais pas revivre cela un jour. Quel porche avec 4 chaises. Une raison d'en construire d'autres. » Elle lui prit la main. « Tu l'as construit parce que tu y crois encore. C'est ce que personne ne dit quand on survit à une perte. Quoi donc? Qu'on n'est pas obligé d'arrêter de croire en la beauté simplement parce qu'on a vu à quelle vitesse elle peut disparaître. » Il laissa cette phrase faire son chemin entre eux. Puis il dit « Je pense que Claire t'aurait aimé. » Sarafina sourit. « Je l'espère, parce que je l'aime bien. C'est elle qui t'a fait. » Élise expira, réalisant qu'il retenait son souffle. Avant de rentrer, Sarafina déposa un brin de lavande sur le siège de la plus petite chaise. « Pour quand elle arrivera, dit-elle, afin qu'elle sache que sa place était prête avant même son arrivée. » Le matin où Sarafina a commencé le travail, le ciel était encore presque solennel, avec des nuages doux qui se repliaient sur la vallée comme si quelqu'un avait bordé le monde pour un moment sacré. Tout a commencé tranquillement, juste avant l'aube. Un soupir, une pause dans sa respiration, puis une autre. Elle se tenait debout dans la cuisine, au milieu d'une phrase, la main posée délicatement sur le bord du comptoir. Élise l'a remarqué le premier. « Ça va ?» demanda-t-il, en posant un bol de pâtes levées. Elle lui adressait un sourire en coin. « Je crois que c'est le moment. » Il ne paniqua pas, ne courut pas. Il se contenta de rassembler le sac qu'ils avaient préparé une semaine auparavant, d'appeler la sage-femme et de s'assurer que Micah était habillée et installée chez Madame Halpern, plus bas dans la rue. Le rythme de la maison changea, mais pas le ton. Ce n'était pas de la peur, c'était la préparation. Les heures passaient comme des chapitres, chacune s'intensifiant, culminant, s'apaisant. Le salon devint un espace sacré, des couvertures réchauffées près de la cheminée, une bassine d'eau avec du citron et de la menthe, de l'huile de lavande diffusée dans l'air,
subtile, mais apaisante. Sarafina travaillait avec la même force tranquille qu'elle avait toujours mise dans tout ce qu'elle faisait dans sa vie. Depuis son arrivée, elle était déterminée, concentrée, pleine de grâce. Élise restait à ses côtés, sans jamais lâcher sa main. Entre les contractions, elle reposait son front contre le sien et murmurait « Je n'ai pas peur. »« Tu n'as pas à avoir peur, » répondait-il. « Je suis là, je sais, » souffla-t-elle. « C'est pour ça que je n'ai pas peur. » Il était presque minuit lorsque le bébé est né. Une fille, parfaite, 10 doigts aux mains et aux pieds. Un cri qui semblait provenir à la fois d'un passé lointain et d'un présent tout nouveau. Elle avait une chevelure brune et une tache de naissance en forme de larme à la base du cou. Ils l'ont enveloppée dans un tissu de mousseline douce. Élise l'a prise dans ses mains, les faisant briller, la berçant comme si elle était faite de verre et de lumière. Puis il l'a déposée délicatement dans les bras de Sarafina. « Elle te ressemble » a-t-il murmuré. « Non » a répondu Sarafina doucement, sans quitter l'enfant des yeux. « Elle nous ressemble. » Mika fut autorisée à entrer dans la chambre le lendemain matin, marchant sur la pointe des pieds, avec une prudence exagérée, comme si le bébé était un secret qu'il risquait d'effrayer. Il jeta un coup d'œil par-dessus le bord du canapé et eut le souffle coupé. « Elle est réelle, » dit Élise en riant. « Elle l'est, en effet. » Mika se pencha et murmura à sa petite sœur « Je suis ton grand frère. Je me suis entraîné. » Puis il ajouta plus sérieusement « On t'a gardé une chaise. » Sarafina regarda Élise, la gorge serrée. Il n'avait pas encore donné de prénom au bébé. Il voulait attendre de la connaître, de découvrir qui elle était, au-delà du moment de son arrivée. Puis, doucement, Mika reprit la parole. On devrait l'appeler Claire. Le silence se fit dans la pièce. Sarafina cligna des yeux. Élise déglutit péniblement. « Pourquoi ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que Claire l'a amenée ici. J'ai rêvé, » dit Mika. Elle a dit que son nom signifiait « regarder à nouveau ». Sarafina regarda Élise et il acquiesça, respirant à peine. « C'est comme ça qu'on l'appellera. » Il dit « Mera Grace », un nom qui n'est pas seulement porté, mais qui renaît. Dans les semaines qui suivirent, le rythme de la vie ralentit pour devenir plus simple. Les jours se confondaient entre les tétés, les siestes, les rires et le désordre léger et tranquille. Élise apprit à fredonner des berceuses en se balançant pieds nus sur le parquet. Sarafina devint experte dans l'art d'emmailloter et de bercer en douceur. Et Mika insistait pour lire des histoires à sa sœur et à son lapin, qui avait désormais sa place, attitré dans la chambre d'enfant. Les visiteurs allaient et venaient, apportant des plats mijotés, des bonnets tricotés et des conseils parentaux non sollicités. Mais la cabane restait la même, un lieu de présence, pas de spectacle. Sur le porche, les 4 chaises restaient occupées. La petite de Claire se blottissait dans la nouvelle chaise en pin, souvent endormie, enveloppée dans le même mouchoir bordé de lavande. Sarafina l'avait brodée autrefois, les mains tremblantes, à une autre saison. La plaque au-dessus du portail du jardin, Hope la Crête, était devenue plus qu'un simple nom. Elle était devenue une vérité vécue jour après jour. Un matin, alors qu'Élise et Sarafina étaient assis sous le vaste ciel d'Auvergne, elle posa sa tête sur son épaule. « Tu sais ce qui est étrange ?» demanda-t-elle. « Avant, je pensais qu'un foyer était un endroit avec des portes qui fermaient la propriété et ton nom sur un acte de propriété. Quelque chose que l'on protège ?» Il la regarda en attendant, mais elle poursuivit. « Je pense que le foyer est quelque chose que l'on emporte avec soi. Il se déplace avec nous. Il s'enracine là où réside l'amour. » Élise lui prit la main et leurs doigts s'entremêlèrent. « Et quand c'est vrai, dit-il, tu n'as pas besoin de le fuir ou de le cacher. Tu laisses simplement grandir.
Ils restèrent assis ainsi pendant un long moment, regardant Mika courir après les papillons, tandis que la petite Claire dormait contre la poitrine de Sarafina. Ce soir-là, alors que les étoiles commençaient à scintiller, Madeleine, la violoniste, revint avec sa chaise pliante. « J'ai quelque chose de nouveau, » dit-elle, « quelque chose que j'ai écrit, après avoir entendu ce bébé pleurer. » Elle joua doucement et lentement, les notes enveloppant la véranda comme des berceuses faites de vent et de souvenirs. Sarafina la rejoignit au piano. Ellis berçait Claire dans ses bras, et Mika, à moitié endormie dans sa chaise, murmura « C'est la plus belle chanson qui soit ». Personne ne contredit, car tout le monde sait que c'est vrai. Au-dessus du berceau de Mera Grace, une pancarte peinte à la main par Sarafina dans des tons aquarellés est accrochée. Tu es faite de racines, de vent et d'amour qui ne t'ont jamais quitté. D'où regardez-vous aujourd'hui? Tes histoires, tes pensées et même un simple bonjour sont très précieux pour nous. Si cette histoire t'a touché et que tu souhaites en savoir plus, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Nous partageons des histoires réconfortantes sur l'espoir, l'amour et les secondes chances. Et nous serions honorés que tu te joignes à nous. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo. Reste gentil et curieux et prends soin de toi.